Donc, c'est une super rente pour le podologue de venir caler des enfants, mais notre but à nous, c'est de les réparer. On va leur mettre des chaussures rigides. Et du coup, c'est un peu comme si on leur avait mis une minerve. Je pense que chez l'enfant, on appareille trop souvent. Et Rachel, tu es là pour nous parler de la podologie pédiatrique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter? Alors, je m'appelle Rachel, je suis podologue, pédicure podologue depuis 2008, podologue du sport depuis 2016. Je suis spécialisée dans la pédiatrie. Je me suis spécialisée dans la pédiatrie parce que, en tant que podologue du sport, j'ai récupéré quand même pas mal de mini-athlètes, comme je les appelle, qui étaient blessés. Donc, au départ, c'était des pathos qu'on n'avait pas trop vu à l'école. On voit ça assez rapidement. Donc, vraiment, le souhait de me spécialiser là-dedans, de me former, parce que pour moi, la formation, c'est obligatoire. Ceux qui me connaissent disent que je suis boulimique de la formation, mais sans formation, on n'est pas capable correctement de soigner nos patients. J'ai fait plusieurs formations, notamment en posturo et des formations en posturopédia pour derrière me sentir plus à l'aise avec les pathologies. Et puis après, tout ce qui va être pathologie du sportif, ou pour chaque sport, il faut se former. Et puis, voilà, tu le recoupes sur l'enfant, quoi. Finalement, les mini-athlètes, ça ne change pas énormément des grands athlètes. C'est juste qu'on va avoir toutes les pathos de croissance qui vont être là, qu'on n'a plus chez le grand, quoi. Et tu m'as dit avant l'interview il y a quelques jours que tout ce que tu faisais, du coup, je me suis dit, waouh, c'est super impressionnant, tu es super active dans le milieu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes actions à droite, à gauche? Moi, j'avais lancé Podo à poil pendant le Covid. On nous avait réquisitionné, le mot est fort, mais c'était ça, notre matériel de protection, nos EPI. Sinon, après, je suis trésorière d'une association de podologues du sport. Ça me tient à cœur. Je suis sur beaucoup de soins de terrain, sur pas mal d'événements passés à venir, sur pas mal de courses, notamment les Iron aussi. Voilà. Ça, c'est avec Podoxygène, du coup Oui, tout à fait. Et la Saint-Élion, du coup, que tu as fait il n'y a pas longtemps, c'était aussi avec Podoxygène? C'est ça, c'était la Saint-Élion aussi avec Podoxygène. J'ai un petit frère qui est triplopéré cardiaque, qui est ce qu'on appelle un héros, donc qui fait de l'Iron, qui fait énormément de courses, dont la Saint-Élion. Donc, grâce aussi à Podoxygène, j'ai la chance d'être sur la ligne d'arrivée au plus près avec les speakers pour pouvoir parler justement des cardiopathies congénitales. Et j'ai beaucoup de petits athlètes qui souffrent de pathos, et c'est aussi un espoir de pouvoir leur donner derrière. Alors pour moi, c'est vraiment super important. Et voilà, et dans le futur, je ferai d'autres choses qu'on parlera plus tard, parce que voilà, je ne veux pas en parler tout de suite, mais pareil, qui tourne autour du milieu du handicap, et c'est génial. C'est chouette, super. Si on peut revenir sur les enfants, j'aimerais bien que tu nous dises en quoi les pieds des enfants sont différents de ceux des adultes et comment, du coup, c'est différent la prise en charge. Alors, l'enfant, en cabinet, on n'a pas les tout petits bébés. Moi, souvent, ils arrivent, ils ont 2 ans au plus petit. Il faut savoir que quand l'enfant va naître, il a des pieds qui sont tout plats. Donc, il y a un pied tout plat, tout pas musclé. Si jamais on le cale, moi j'aime beaucoup cette analogie, je vais souvent dire ça aux parents, c'est que quand vous avez un bébé qui vient de naître, il a la tête qui tombe et on ne va pas lui mettre une minerve. Donc en fait, c'est un peu la même chose pour un pied d'enfant. Souvent, les bébés, au tout début, ils sont en chaussettes. Puis dès qu'ils ont la possibilité d'être par terre sur le sol, on va leur mettre des chaussures rigides. Et du coup, c'est un peu comme si on leur avait mis une minerve. Donc les parents comprennent très bien. Ils s'en veulent souvent d'avoir mis des chaussures rigides. Alors je leur dis que c'est pas de leur faute, hein, ils ont pensé bien faire. Mais vraiment, il faut savoir que le pied du bébé, c'est comme le cou du bébé. C'est quelque chose qui est tout mou, qui n'est pas du tout formé. On est vraiment sur quelque chose qui est très cartilagineux. Quand on fait une radio d'un pied de bébé, on a l'impression que tout est très séparé, hein. Il n'y a rien qui est ossifié. C'est de la matière justement où on peut tout lui donner. Donc si on la laisse se former, qu'on laisse le pied se muscler, on va avoir des pieds derrière qui vont être forts. Si on cale le pied dans une chaussure super rigide, le pied ne va jamais avoir besoin de travailler. Donc ces muscles vont faire les fainéants et on va avoir un pied qui va être tout raplapla. Donc normalement, à partir de 4 ans, on a la voûte plantaire qui commence à se former jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc il faut vraiment laisser le pied tranquille. En fait, la chaussure, elle est là pour protéger le pied. En aucun cas, elle est là pour le stabiliser, pour le maintenir. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Quand on l'explique aux parents, ils comprennent tout à fait. Et entre un enfant qui va avoir un pied maintenu et un enfant qui va avoir un pied libéré, on n'aura pas derrière les mêmes pathologies en tout cas. Je dirais qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec des problèmes qui sont... La cause principale, ça serait le chaussage dès le plus jeune âge.
Pour moi, alors la cause principale est le chaussage sur les chaussures rigides, en tout cas. Et après, on parlait de petits athlètes. Moi, j'ai beaucoup de plateaux de troubles statiques, justement, qui sont dus au chaussage du sport. Parce que moi, j'ai énormément de tennisman. Des petits, entre 8 et 12 ans. Et au niveau chaussage, la chaussure de tennis, elle est faite pour le tennis. Et ça, en fait, les parents et les enfants, ils n'ont pas bien compris que la chaussure de tennis, elle est faite pour un déplacement latéral. Donc, c'est une chaussure qui est très rigide, qui n'a pas de torsion. Pour plier une chaussure de tennis, il faut déjà y aller. Sauf que l'enfant, pour pouvoir plier sa chaussure, lui, ça va juste être avec ses muscles intrinsèques. Quand il a le pied qui est posé sur le sol, voilà, quand il va venir le soulever, on a les intrinsèques aussi qui vont se mettre en route. Mais globalement, les muscles d'un enfant, c'est tout petit. Enfin, c'est pas très fort, c'est pas très puissant. On les a pas beaucoup travaillés. Et donc, il est incapable de plier sa chaussure. Donc, si toute la journée, un enfant, il court 10 000 pas dans la cour de récréation avec une chaussure trop rigide, derrière, ça a posé le problème. Donc, tous les enfants qui sont basketteurs, qui sont tennisman, qui finalement vivent avec ces chaussures-là au quotidien, c'est très compliqué. Donc là, on est en train de se battre avec les coachs. Moi, j'ai beaucoup de liens avec les coachs sur les clubs pour que les enfants comprennent que leur chaussure de sport, c'est leur chaussure de sport. Voilà. Et pas leur chaussure de vie. Donc, ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, des études qui l'ont montré. Il y a quelques années, pendant le Covid, j'avais fait une intervention justement sur TV Learning Podo où j'avais expliqué des retours de thèse qu'à partir du moment où tu laisses le pied de l'enfant se développer et qu'il soit dans un chaussage souple, derrière, il va se muscler. Et s'il est dans une chaussure rigide, il ne fera plus grand-chose, quoi. Ok. Comment tu aides les parents ou les entraîneurs à choisir les bonnes chaussures? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de clubs. En tout cas, nous, par chez nous, on a beaucoup de clubs. Moi, je suis dans le Nord. Et dans le Nord, on a des marques très fortes du Nord qui ont des partenariats avec les clubs. Donc, malheureusement, en fait, les enfants portent les chaussures, ils sont sponsors. Donc, c'est très compliqué. Donc, là, en fait, maintenant, c'est vraiment de passer à l'étape du dessus, c'est de contacter les marques. Donc, là, je me rapproche des marques pour leur expliquer qu'il y a un problème. Parce que globalement, là, tous les enfants, moi j'ai une recrudescence énorme des pathologies de croissance actuellement en cabinet sur ces clubs qui sont sponsors. Et quand on regarde les chaussures, elles ont à peu près toutes le même problème. Par exemple, sur la chaussure de tennis, tu vas être sur une chaussure qui se plie complètement. Moi, j'ai la chance d'avoir des joueurs pros en tennis. Quand je leur montre les chaussures là, avec lesquelles commencent à s'entraîner les enfants en école de tennis, ça veut dire plus en loisir, mais l'école de tennis, c'est quand tu commences à jouer 6-8 heures par semaine à 8-10 ans. On est sur des chaussures qui ne sont pas forcément adaptées, donc c'est compliqué. Donc, c'est d'éduquer le parent, lui montrer ce que c'est la chaussure qui est adaptée au sport de son enfant. Pareil sur les crampons. Moi, j'ai 8 enfants sur 10 qui arrivent avec des crampons qui ne se plient pas. Il faut savoir qu'un crampon, ça se plie. Ça doit se plier au bon endroit, ça doit se plier au niveau de la tête métatarsienne. Si le crampon il n'est pas adapté et qu'il se plie au niveau juste de la phalange, tu n'auras pas un déroulé. L'enfant il ne pourra jamais courir correctement. On va avoir du coup des pathos associés. Donc c'est à la fois que l'enfant comprenne, que le parent comprenne et que derrière, on puisse, quand ils sont sponsors, leur dire ce modèle-là, c'est pas possible, quoi. Donc c'est compliqué finalement. C'est quoi les motivations des parents ou des médecins à te recommander ou aller voir un pédicure podologue? Alors moi, mon premier prescripteur, ça va être le médecin du sport. C'est vraiment un lien particulier, le médecin du sport. Une relation de confiance. Et quand elle est gagnée, c'est super parce que ça permet vraiment de pouvoir renvoyer quand il y a un souci. En deuxième, ça va être les ostéos. Voilà. Un podo sans un ostéo, c'est pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de podos qui font ostéo. Et c'est vraiment super important. Et derrière, ça va être le coach. Moi, j'ai vraiment les coachs, les entraîneurs qui, alors parce qu'ils sont pas sur eux-mêmes, souvent, mais ils ont vraiment cette fibre à repérer qu'il y a un problème. Un enfant sur un terrain qui va boiter, derrière, il tire la sonnette d'alarme, voilà, il faut aller chez le podo. Ça va être plus ça. Alors, la priorité du motif de consultation, malheureusement, c'est la douleur. Si on pouvait avoir les enfants avant la douleur, ça serait bien. La douleur, l'impotence fonctionnelle. Moi, j'ai récupéré déjà 2 enfants en fauteuil roulant sur des maladies de sévère. C'est pas normal qu'on les ait si tard. C'est pas possible. Et ça, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais on fait ce qu'on peut. On arrive quand même assez loin, les podos, dans les traitements, malheureusement. Oui, totalement. Sur le bilan podologique, est-ce qu'il est différent chez l'enfant? Qu'est-ce que tu regardes? Et puis, tu disais aussi avant l'interview que tu prenais en compte la vision globale du corps. Du coup, ça m'intéresse aussi d'avoir cette vision-là. Si tu peux nous la partager. Ouais. Alors, la vision globale, elle va être pour tout âge, mais chez l'enfant particulièrement. Alors déjà, moi, j'ai une anamnèse qui est ultra longue.
je passe, je sais pas, je me suis jamais chronométrée, mais vraiment, vraiment très, très longtemps sur l'anamnèse. Alors, les questions habituelles, hein, je pense qu'on pose tous, l'âge, le poids de l'enfant, la taille. Ça, moi, j'en ai besoin derrière aussi pour les capteurs et pas seulement pour l'IMC. L'IMC qui en plus est un peu faussé sur les enfants sportifs parce que quand tu as un pilier qui vient, que le gars il est rempli de muscles et que son IMC il dépasse sur la courbe, bah, globalement il faut rassurer les parents, quoi. C'est juste que c'est sa morphologie à lui. Le carnet de santé, pour moi c'est hyper important. Il y a encore beaucoup de parents qui les prennent pas. J'essaye de bien insister dessus. Pourquoi? Parce que le carnet de santé il va tout nous montrer. Donc un enfant à la naissance qui avait déjà des soucis, sur la prise en charge globale, moi je travaille aussi en réflexe, on en parlera après, mais pour moi tout est important. Un enfant qui a, tu vois, il y avait encore 2 jours, j'ai une petite, là, quand tu feuillettes le carnet de santé et que tu as problème ORL, otite, laryngite, voilà, tu vois un enfant qui a eu des problèmes ORL toute son enfance, bah derrière, forcément, il y a des choses que tu vas pouvoir expliquer. Un enfant qui a tout le temps été malade, c'est un enfant qui n'aura pas grandi comme un autre enfant qui aura toujours été en forme, donc c'est vraiment important. Au niveau de toutes les questions, déjà, combien d'heures de sport fait l'enfant? Voilà. Alors, j'ai quelques enfants qui font pas de sport du tout, ils sont pas beaucoup, mais finalement, quand tu calcules le sport qu'ils font à l'école, plus des fois, donc sur les enfants sportifs, le sport qu'ils font à l'école, leur sport passion, quand ils en ont qu'un, où tu vas arriver parfois à 8 heures minimum de sport par semaine, plus quand ils ont leurs parents qui les entraînent derrière, où ils vont y avoir 2 heures où le parent est allé jouer avec eux dimanche matin sur un match de 2 heures. Le volume horaire est hyper important pour moi parce que, par exemple, en tant que pathologie de croissance, si on est déjà sur un stade qui est déjà avancé mais qui n'est pas sur un stade critique, on va par exemple arrêter le sport à l'école pour laisser que le sport passion parce que à force de leur retirer la totalité, moi sur du vécu, des enfants à qui on a fait un arrêt du sport complet, quand ils reprennent c'est pire parce qu'en fait il faut qu'ils récupèrent leur niveau. Donc ils poussent à fond, ils font 2 fois plus si c'est cata. Donc dès qu'on peut ne pas arrêter le sport pour l'enfant, moi je le fais. Donc vraiment le volume horaire est important et de leur faire prendre conscience qu'en fait quand tu arrives à 14 heures de sport par semaine à 8 ans, c'est quand même normal du coup que ça pète derrière. Donc ça vraiment très très important pour moi. Tout ce qui va être patho, les parents vont souvent oublier de dire si l'enfant a eu des interventions chirurgicales, leur expliquer pourquoi. Moi, j'aime bien leur expliquer pourquoi. Un enfant qui a une cicatrice au genou, s'il a un pied qui rentre à l'intérieur, oui, ça va pouvoir être réflexe, mais ça va peut-être aussi être juste parce que quand on va venir couper le fascia, on va avoir une rétractation, donc tu vas avoir le corps qui va s'enrouler. Enfin, c'est ça, du coup, ma vision globale. Les enfants qui ont des lunettes, souvent, ils ne viennent pas avec au cabinet. Donc, de leur demander, voilà, c'est important. Il y a des enfants qui ont des amblyopies, les parents ne pensent pas à le dire. Donc forcément, quand tu testes, moi, je vais tout tester au niveau des yeux. Comme tu disais tout à l'heure, je travaille sur la globalité du corps, donc ce qu'on appelle la posturologie, même si pour moi, on fait tous de la posturologie. Hein, ça, c'est important. Quelqu'un qui travaille que en mécanique fait de la posturo parce qu'il agit forcément sur la totalité du corps. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on agit sur la totalité du corps. À partir du moment où on va faire quoi que ce soit une semaine, une thérapie manuelle, un tape, on va agir sur le reste. Voilà. Et vraiment, à chaque question, c'est de faire prendre conscience aux parents. Parce que des fois, le parent, je leur dis, est-ce qu'il a un appareil dentaire? Oui, c'est quoi le lien avec les pieds? Voilà, c'est de l'expliquer. C'est vraiment important. Tout ce qui va le gêner. Voilà, si à l'école, c'est compliqué, s'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Souvent, le parent, il ne va pas dire au podologue qu'il y a de l'énurésie, par exemple, alors que c'est hyper important parce que l'énurésie, elle peut être due à un affaissement du pied parce on dit que le corps est composé de 3 diaphragmes, le diaphragme principal, le périnée et la voûte plantaire. Un enfant qui a un pied plat valgus, des fois, il va avoir des problèmes au niveau énurésie. Trouver du coup si c'est réflexe, si c'est mécanique. Voilà, c'est toutes des choses sur lesquelles on va pouvoir l'aider. Ensuite, on va avoir un bilan en décubitus sur la table d'examen. Si c'est un enfant qui vient pour une douleur, je vais vouloir identifier la douleur. Est-ce que c'est une douleur sur laquelle il arrive à mettre le point? Est-ce que tu arrives à montrer où c'est la douleur? Savoir l'historique de cette douleur, quand est-ce qu'il a mal, si ça le réveille la nuit, est-ce qu'il a mal après le sport, est-ce qu'il a mal pendant le sport, tout ça, ça va vraiment être des indications importantes pour moi. Ensuite, le bilan statique, on va regarder tout ce qui va être test posturodynamique, voir ce qui va venir nous gêner. C'est là que des fois, tu te rends compte que les parents ont oublié de dire quelque chose et que, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème au niveau, si... voilà, il a fait des otites chroniques et du coup, il n'entend pas à droite. Voilà. Et chaque chose va permettre de retrouver des petits soucis. Le bilan dynamique,
Super important, un bilan dynamique pieds nus et chaussés, parce que c'est très bien de faire un bilan pieds nus, mais finalement, mes petites athlètes, quand ils ont leurs problèmes, souvent c'est chaussés, donc avec leurs chaussures de sport, c'est important. Donc analyse de marche, analyse de course avec des capteurs. Comme ça, ils ont les courbes, on peut comparer quand ils reviennent. C'est important de voir l'évolution, c'est très très important pour moi. Et l'analyse du geste sportif. Si l'enfant il a jamais mal quand il court, mais qu'il a mal quand il joue au golf, il faut voir comment il se positionne et pourquoi il a mal. Et voilà. Et des fois, ça va être sur un enfant qui va se mettre à la course à pied, il a pas mal quand il est en mode trail, mais il a mal quand il est en mode route. Voilà, donc identifier chaque chaussure, voir le problème de chaque chose, ça prend beaucoup de temps. On ne peut pas faire un examen clinique d'un enfant sportif en 15 minutes, c'est pas possible. D'accord, donc tu prends vraiment des éléments de la podologie, des éléments de la posturologie pour vraiment faire un bilan ultra complet. Oui. Sur les solutions, tout à l'heure on a parlé des motivations pour consulter et des problèmes qu'il peut y avoir chez les enfants. Et, sur les solutions, qu'est-ce que tu proposes le plus souvent? Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais chez les adultes, souvent des problèmes podologiques, c'est souvent les semelles qui ont une solution, pas que, mais et chez les enfants, est-ce que c'est le cas et comment, quelle solution tu apportes? Alors, je pense que chez l'enfant, on appareille trop souvent et trop souvent en seule intention. C'est vraiment ça mon problème. Tout à l'heure, je te parlais de la musculation du pied chez l'enfant, que le pied il doit être musclé. Alors moi déjà, quand est-ce que je vais appareiller? Je vais appareiller un enfant qui a mal. On n'est pas censé avoir mal. La douleur, c'est pas normal. Surtout que souvent ils arrivent, ils ont déjà mal depuis longtemps. Si on reprend les ostéochondroses de croissance, qui sont quand même la pathologie principale chez l'enfant, moi en quantité, j'ai la maladie de Sever qui est pharaonique. Je vais avoir 3 patients qui ont la maladie de Sever par jour au minimum. Donc c'est des enfants qui sont plus capables de poser leurs talons sur le sol. Donc bien évidemment qu'on va leur mettre des semelles parce que dans tous les cas, on va avoir besoin de faire qu'ils puissent reposer le sol parce que c'est du coup un cercle vicieux. Ils ne posent plus, donc ils montent leurs pieds, ils montent leurs pieds, ils montent leurs pieds. On va du coup venir réintégrer, on va venir reperturber des réflexes aussi, marcher que sur la pointe des pieds. Donc il faut les soulager. Donc les enfants qui ont mal, en tous les cas, moi je vais les appareiller. Derrière, un enfant qui va avoir des troubles statiques importants. Dans les pathologies, moi, les pathologies les plus courantes au cabinet, sur l'enfant, ça va être les maladies de croissance, comme je te disais, donc Sever, Osgood, CD Larsen-Johnson, la pathologie de croissance de la rotule qui est en boom. J'ai du mal à me l'expliquer, mais là, ces derniers temps, j'en ai de plus en plus. Et derrière, la scoliose, beaucoup trop de scoliose. Un enfant qui a une scoliose, on va devoir stabiliser le bassin. Donc, même s'il a pas mal, ça va être semelle parce qu'on a besoin de bosser en même temps avec le kiné, l'ostéo, pour qu'il soit stabilisé. Donc ça, c'est vraiment les 2 causes. Après, sur ce trouble statique important, quand tu as des enfants qui arrivent, ce qu'on appelle avec un valgus effet boomerang, où il y a les naviculaires qui touchent le sol, même si pour l'instant il a pas mal, en fait, c'est un enfant qui a pas mal parce que les parents vont dire, voilà, il est fainéant, il aime pas marcher. Mais en fait, c'est pas qu'il aime pas marcher, c'est que le pauvre, il peut pas marcher. Donc, on va quand même l'appareiller parce que finalement, pour qu'il puisse courir dans la cour de récré, pour qu'il n'y ait pas de retard, moi, je vais l'appareiller, cet enfant-là. Mais il faut savoir que peu importe s'il y a semelle ou pas semelle, derrière, il n'y aura pas que ça. Un enfant à qui j'aurais fait des semelles, dans tous les cas, il va y avoir des exercices. Donc ça, c'est une obligation. Donc c'est une super rente pour le podologue de venir caler des enfants, mais notre but à nous, c'est de les réparer. Donc les exercices, c'est vraiment pour moi le numéro 1. Donc ça va être des exercices qui vont être adaptés à l'enfant, donc remusculation du pied, détente de la chaîne latérale. Tout à l'heure, on parlait d'un enfant qui va avoir les pieds qui rentrent à l'intérieur. Souvent, on va avoir un défaut de chaîne latérale qui va être trop en tension, chaîne postérieure, tout ce qui va être Sever, tendinopathie d'Achille chez les enfants qui marchent sur la pointe des pieds. Souvent, tu as une rétractation de la chaîne postérieure. Voilà, donc d'avoir les exercices associés. Derrière, hyper important. Le tape, c'est ultra efficace. Donc, sur une patho de croissance, sur une scoliose, tu vas mettre un tape, tu vas soulager immédiatement l'enfant. C'est hyper important de venir le soulager. Donc ça, derrière, c'est pareil, il faut l'expliquer aux parents, ça prend du temps, il faut montrer les montages, il faut le faire 1 fois, 2 fois, on parle avec le kiné quand il y a kiné derrière, pour que ça puisse être refait, on parle avec les coachs pour que ce soit fait juste avant les matchs. Donc c'est beaucoup de boulot en fait de suivre des enfants sportifs. Derrière la thérapie manuelle, un enfant qui arrive avec une entorse de cheville qui a été faite il y a 2 jours, qui a une attelle, on ne va pas lui laisser son attelle et venir faire un bilan podo là-dessus. Donc ça va être en thérapie manuelle de retravailler sur son pied.
travailler sur l'autre pied, celui qui l'a pas mal, parce qu'en fait, souvent, c'est l'autre qui a causé le problème. Ça sert à rien de mettre une semelle sur un pied qui est tout en vrac. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Les semelles, les exercices, la thérapie manuelle, les réflexes. Voilà, travailler en réflexe aussi, réintégration de réflexes. Un enfant qui a un pied qui rentre complètement à l'intérieur, je vais tester. Si tu as un réflexe de Babinski, faut d'abord réintégrer le réflexe. Ensuite, du coup, lui montrer les exercices, faire la semelle, parce que faire la semelle sans réintégrer le réflexe, j'aurais pas de résultat. Je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as cette même vision pour les adultes? Oui. L'approche? Ouais. Les adultes, c'est pareil, ouais. Parce que. Alors, après, tu sais que tu récupéreras plus de la même manière sur un adulte. L'adulte, les exercices seront moins. Ça va plus être de l'accompagnement. Mais un adulte qui arrive, qui n'a pas envie de mettre de semelle, qui me montre que ça ne lui tente pas et que c'est son médecin qui l'a envoyé, il repartira sans. Ça, c'est. Et un adulte qui n'a pas envie de faire ses exos et que tu sais qu'il ne les fera pas, derrière, tu vas quand même lui montrer, mais tu sais qu'ils ne seront pas faits. Okay. Je voulais qu'on parle aussi du rôle des parents et les conseils que tu leur donnes donc sur le chaussant ou les exercices, enfin les conseils en général. Au niveau de la chaussure, j'ai 12 millions de paires de chaussures au cabinet, de sport, de ville. Je vais toujours leur expliquer. Dans ma salle d'attente, j'ai une boucle pendant 40 minutes qui tourne. Sur comment choisir la chaussure de son enfant, voilà les croyances. J'explique vraiment aux parents. Donc, quand ils rentrent dans le cabinet, voilà, sauf si j'ai été hyper à l'heure, mais sinon, ils ont déjà compris qu'ils n'avaient pas les bonnes chaussures. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me dit dès qu'ils entrent. Ils me disent, oh là, je suis désolée, j'ai compris que mon enfant, il n'avait pas les bonnes chaussures. Donc, tu as déjà fait un super pas parce qu'ils ont déjà compris que ça n'allait pas. Donc, une astuce pédagogique, ça, c'est pas mal. Voilà, c'est très, très important. Moi, ils ne voient pas que le temps passe dans la salle d'attente et ils ont déjà compris. Donc, je leur montre, je leur fais plier les chaussures, je leur montre que c'est pas possible. Je fais souvent l'analogie aussi avec la chaussure de ski. Parce que courir avec une chaussure de ski, on n'a jamais aimé. Donc, courir avec une chaussure ultra rigide, on n'aime pas non plus. Donc ça, c'est vraiment prendre conscience. J'essaie de m'adapter à l'âge de l'enfant parce que quand tu as un ado de 15-16 ans qui est avec des chaussures ultra rigides parce que c'est la mode, ça sert à rien de lui dire tu mettras plus ça et faut que tu aies une chaussure souple. C'est d'essayer de lui trouver des modèles dans lesquels ça va aller. Donc de dire ce modèle-là, franchement, c'est pas terrible parce que d'ailleurs, tu vois, tu vas faire des exos, tu vas mettre tes semelles, tu vas faire ça, mais derrière, tu n'auras pas d'amélioration parce que la chaussure, c'est une brique. De lui expliquer, de lui montrer une chaussure, du coup toujours sur une basket, parce que s'il est venu en basket, il faut qu'il reparte en basket, mais que derrière, quand ils sortent d'ici, souvent ils me disent à leurs parents, du coup, on passe chez cette marque-là, acheter ces chaussures-là, parce que c'est une chaussure qu'ils ont acceptée avant de sortir du cabinet. Ils savent que leur ancienne, ils la mettront plus, mais il faut déjà qu'ils aient une idée, parce que sinon tu laisses le parent dans la galère à se débrouiller, à essayer de trouver quelque chose qui va aller à son ado, et ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment leur donner les clés. Donc ça, très, très important. Les exercices, pareil, je les montre aux parents pour qu'ils qu'ils puissent comprendre. Donc les exercices, moi, je suis abonnée à une plateforme d'exercices. Donc, ils ont les exercices en vidéo, leurs exercices à eux. Donc, c'est sur l'adresse mail du parent. Quand tu vois au bout de 2 semaines que ça n'a toujours pas été créé, le compte, pour moi, le parent, il est responsable et c'est aussi son job à lui de relancer son enfant pour que derrière les exercices soient faits. Donc, ils sont impliqués, les parents. Ils font partie du protocole et ça, pour moi, c'est important. Par contre, j'explique à l'enfant que les parents, ils ont une charge mentale suffisamment importante et que c'est pas aux parents de sortir les semelles de leurs chaussures, c'est pas aux parents de faire les exercices. Voilà, c'est bien. Après, les parents, je vais les sensibiliser sur le fait que souvent, quand tu as un enfant qui a une patho, c'est bien de vérifier les autres, quoi. Je demande des examens pour les autres enfants et après, tu as la fratrie parce que souvent, ils font tous le même sport, ils ont tous les mêmes pathos de base et tu arrives avec 3-4 enfants qui vont avoir les mêmes pathologies de croissance, sauf que les autres, tu les as pris beaucoup plus tôt et les parents, ils te remercient parce que tu les as pris beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est hyper important de vraiment parler, de prendre le temps. On a parlé pas mal de la chaussure dans le contexte du sport, mais la chaussure on va dire de ville, pour la vie de tous les jours, est-ce que là aussi, généralement, tu trouves que pour les enfants, c'est trop rigide? Ouais, tout ce qui va être… alors déjà, les talons, souvent, sont trop hauts. Un enfant, il doit avoir son pied à plat. Il faut savoir que quand tu prends la taille d'un enfant par rapport au talon, si tu prends une chaussure qui va dans ce qu'on disait autrefois, c'était le talon d'1,2 cm, c'est bien. Si tu prends 1,2 cm,
sur un 39 et que tu le remets sur un 20, bah forcément, la cambrure du pied va pas du tout être la même. Sauf que le parent, bah, il a pris la même hauteur de talon pour lui que pour son tout petit bout. Donc, vraiment expliquer aux parents que quand eux, ils sont sur quand leur enfant est sur 1,2 cm, bah, c'est comme eux quand ils sont sur 8 cm et que finalement, ils sont pas super à l'aise pour aller courir dans la cour de récré derrière leur enfant avec 8 cm. Globalement, des enfants avec des chaussures de ville, t'en as de moins en moins. Donc, c'est d'essayer de leur trouver des baskets qui sont adaptées. Donc, voilà, moi, j'ai mes petits modèles de baskets que j'aime bien, qui sont d'ailleurs les modèles sur lesquels j'ai mis mes enfants. Et donc, je vais plus orienter les parents sur ce style de modèle, et qui sont souvent bien acceptés. Et puis, tu essayes de t'adapter à la mode, mais globalement, 9 enfants sur 10 qui rentrent au cabinet portent des baskets. Et des fois, je vais préférer qu'ils aient des baskets qui soient souples et qui respectent ce que je leur ai raconté. La bonne pointure, retirer la semelle d'origine, poser le pied dessus, voir qu'il n'y a pas de compression, qu'il soit bien donnant, plutôt qu'une chaussure en cuir ultra rigide que tu ne pourras pas plier. Donc ça, c'est pareil, hein, j'ai des tailles différentes de chaussures au cabinet, de la même marque, et je leur montre que celle-là, elle se plie super bien et que l'autre, c'est impossible de la plier. Là, on va être du coup sur de la chaussure de ville totalement différente, malgré que ce soit la même marque, et vraiment apprendre aux parents à choisir la chaussure, quoi. Ok, oui, il y a toute une éducation à faire. D'accord. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un cas de petit patient que tu as soigné et ton intervention a eu un impact fort dans sa vie? Ouais, alors c'est compliqué de choisir, hein, mais bon, je vais t'en exposer un que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Maximilien, il a 8 ans, il est en école de tennis aussi, donc il joue 6 à 8 heures par semaine au club de la ville, hein, où tous les enfants sont hyper suivis derrière. Voilà, avec beaucoup, beaucoup d'entraînement. Ils ont la chance extrême d'avoir un super coach qui lui-même est patient au cabinet et du coup est très, très sensibilisé. Donc, c'est un petit garçon qui, comme je disais tout à l'heure, boitait, avec un pied qui rentrait en interne, un pied gauche qui rentre en interne, fermeture gauche, donc un pied qui venait traîner au niveau du jeu. Sa main, donc il est droitier, une main droite très 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 serrée sur la raquette. Donc, du coup, une difficulté à avoir un geste assez souple. Voilà, au niveau de tout ce qui va être service, on était un peu limité sur le service. Donc, du coup, douleur de talon, hein, comme tous à cet âge-là. Donc, il arrive pour un sévère. Maman professionnelle de santé. Voilà, un peu perdue avec les douleurs de son enfant. Donc, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est un enfant qui est assez introverti, qui ronge ses ongles, l'énurésie, voilà, pas très confiance en lui, vraiment quelqu'un de très gêné, un peu effacé, tu vois, au cabinet, tu le vois pas, c'est pas le gamin qui saute partout, c'est celui qui bouge pas. Derrière, du coup, la globalité, hein, de tout, donc tu t'aperçois que prématuré, donc tu te dis réflexe archaïque, souci, voilà, gros bébé dans le ventre, donc tu te dis voilà, pied peut-être écrabouillé, donc là, pied gauche qui rentre, réflexe de Babinski actif, hein, donc je teste, réflexe positif. On réintègre, donc réflexe Babinski, le pied qui se remet droit, donc déjà super. Tu avais d'autres réflexes au niveau préhension où il serrait vraiment beaucoup trop. On s'aperçoit aussi du coup après derrière que c'est compliqué à l'école, il appuie trop sur son crayon. Donc tu vois vraiment qu'il y a un lien. Donc voilà, réintégration aussi de ce réflexe-là. Le Moro aussi, hein, qui du coup venait le fermer. Donc un enfant qui n'avait pas confiance en lui. L'énurésie, donc on travaille là-dessus aussi. Et puis là, du coup, on est suivi la coach. Donc, je l'ai revu là en contrôle de réflexe. Donc, il n'y a plus d'énurésie. Donc, ça, on est top. Il ronge plus ses ongles. Donc, on est content. Parce qu'il y avait aussi une infection qui s'était faite au niveau d'un des ongles à force de ronger ses ongles. Ça avait été un peu mal. Et donc là, en partenariat avec le coach, on voit que il a vachement pu progresser aussi parce que du coup, il relâche vachement bien sa main. Donc, une meilleure ouverture au niveau du service. Le pied qui traîne plus. Donc, ça, tu le vois au niveau de l'usure de la chaussure aussi. Et maman, elle est contente parce qu'elle doit moins aller changer. Et voilà, forcément, quand tu as un pied qui traîne avec un Babinski, un pied qui vient rentrer, derrière, c'est pas top.
Donc au final, ben, ça fait plaisir parce que c'est un enfant qui va avoir moins mal. Alors oui, il a des semelles, il va les garder parce que là, on est sur un sévère qui est arrivé et que ça fait un petit moment qu'il l'avait. Donc on est obligé de venir traiter mécaniquement. Hein, donc il est tenu. Mais c'est vraiment aussi pour expliquer que tu as vraiment un lien. Souvent, on sépare vraiment et on met vraiment en opposition le mécanique, donc le biomécanique du postural. Et je ne suis pas du tout d'accord parce que pour moi, tout ce qui va être problème réflexe, ça va venir jouer au niveau postural parce que le fait que tu aies un réflexe, du coup, tu vas avoir une mauvaise posture. Et là, c'est un petit qui, moi, il a des semelles thermo hein, parce que voilà, c'est un tennisman, il a un affaissement qui est important avec des talonnettes bilatérales, enfin vraiment le méca. Mais à côté de ça, voilà, il va avoir des éléments en plus qui vont venir traiter son réflexe. Donc, on joue là-dessus, plus des exercices. Il y avait aussi un problème de convergence, donc j'ai donné des exercices au niveau des yeux. Il est suivi du coup maintenant aussi en orthopsie. Et c'est vraiment le travail de tous ensemble qui fait que derrière, ça va mieux. Et il y en a tellement des cas comme ça que ça fait plaisir. Et quand tu as les parents qui reviennent en te disant merci, hein, je parlais tout à l'heure de mon petit enfant en fauteuil roulant, quand tu vois maintenant qu'il remarche et qu'il refait des matchs, tu te dis que tu es content d'avoir une part dans le fait que cet enfant puisse aller mieux, quoi. Ouais, ça va être super gratifiant. Puis là, c'est vraiment sur tous les domaines de sa vie qui sont changés. Quoi. C'est ça. Super. Et merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, tu as l'air vraiment passionné. Du coup, ça devient passionnant. C'était vraiment top.